Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 août 2021 et aujourd'hui, enfin hier plutôt, si on devait imaginer ce qui s'est un peu passé dans les marchés boursiers, eh bien, vous aviez qu'à prendre une pièce de monnaie, vous la lanciez en l'air et puis en fonction de comment elle se retourne, eh bien, vous aviez pile, vous étiez bull et face, vous étiez bear. Et il faut dire qu'il y avait vraiment un paquet de matos pour choisir un camp comme l'autre. Et puis à la fin, on n'est pas très clair là où on aimerait être et où on veut aller. Il y a pas mal de doutes aux États-Unis. On était assez contents de nous en Europe, mais en même temps, on n'avait pas tous les éléments. Alors, est-ce que tout d'un coup, le Covid reprendrait-il le pouvoir? Ou alors est-ce simplement la croissance qui va nous soutenir jusqu'au bout? Et cette avalanche de stimulus avec cet argent qui arrive de tous les côtés, en ce moment, surtout sur la thématique de l'infrastructure, on ne sait pas, mais en tout cas, on hésite. Donc très clairement, jamais autant dans l'histoire des marchés boursiers, bon j'exagère un peu mais parce qu'il faut quand même motiver un peu les gens le matin, mais jamais autant dans l'histoire des marchés boursiers, eh bien on a eu autant ce choix entre le bear et le bull, le sympathique animal à peluche qui a l'air plutôt sympa, qu'on a tous vu quand on était petit et qui aujourd'hui est plutôt vu comme le méchant monsieur qui fait tout le temps baisser, et de l'autre côté la bête à cornes qui a l'air souvent agressive mais que celui qu'on préfère voir quand même dans les marchés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il y avait de quoi choisir dans les deux camps. Alors, dans le camp des boules, qu'est-ce qu'on avait déjà? Alors, au premier point, dans les boules, ce qu'on a trouvé d'intéressant, c'est le vote sur l'infrastructure, le vote sur le stimulus de l'infrastructure qui est à bout touchant. Ça fait 4 jours qu'on nous dit que c'est à bout touchant, mais c'est un peu comme tous ces votes de stimulus, il faut savoir faire patienter le peuple pour que ce soit vraiment une bonne nouvelle. Alors, on attend un petit peu, puis en même temps, les politiciens américains sont au bout de départ pratiquement de partir en vacances, donc ils ont envie de se tirer à la plage, ils ont envie de tirer la prise pour quelques temps. Donc en fait, ils savent qu'ils doivent voter, mais ils se font un peu tirer l'oreille. Donc ça traîne un petit peu, mais on sait que cette semaine, ça va se faire. Ça, c'est un point positif. Après, on a un autre point positif, c'est le semi-conducteur index. Oui, le semi-conducteur index, vous savez quoi? Eh bien, il a cassé à la hausse, enfin. On l'attendait celui-ci. Le SOX au plus haut de tous les temps. Et non seulement il a cassé, non seulement il a terminé au plus haut de tous les temps, mais par contre, petit bémol, on y reviendra après au chapitre des bears, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles au niveau des semi-conducteurs, mis à part le fait que On Semiconductor a sorti des chiffres canonissimes, que le CEO a dit que c'était un carton, que l'industrie allait très bien, et puis qu'ils avaient une forte demande. Bon, ils sont pas sûrs de pouvoir livrer, mais ils ont une forte demande quand même. Et puis on avait évidemment, bien évidemment, c'est la saison, les chiffres trimestriels qui étaient excellents partout, dans tous les sens, encore une fois. Alors cette semaine, on va avoir quasiment 25% du S&P qui va publier. On a déjà eu 300 boîtes qui ont publié depuis quelques temps, donc en gros c'est la dernière grosse semaine avant qu'on passe à plein mois d'août où on n'a plus rien à se dire, mais en tout cas, dernière grosse semaine, on attend plein de choses, mais pour l'instant, les chiffres sont plutôt encourageants. Aujourd'hui, on aura encore de nouveau plein de chiffres, entre autres comme Alibaba, on aura Lily, on aura Konoko, on aura aussi Activision ce soir, qui sera intéressant à voir par rapport à ce qui s'est passé ce matin en Chine, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc globalement, des bons chiffres, on est très enthousiaste, 89% à 90% des chiffres sont meilleurs que les attentes, et puis globalement, et bien surtout, les attentes sont nettement en dessous de la réalité. Donc on voit très bien que les sociétés ont fait des cartons pleins au niveau du trimestre, et puis surtout que les analystes se sont complètement vautrés sur ce trimestre-là, que ce soit sur les bonnes comme sur les mauvaises nouvelles, que ce soit sur l'économie comme que ce soit sur les chiffres trimestriels. Dans le camp des bears, justement, on a les chiffres économiques, on a l'ISM qui est sorti hier. Alors l'ISM, d'habitude, on s'en fout plutôt, mais là, globalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non seulement l'ISM était en dessous des analystes qui se sont trompés sur les calculs de l'ISM, mais en plus, ils étaient en dessous des chiffres du mois dernier qui étaient vachement bons. Donc du coup, on se dit, finalement, ce pic de croissance qu'on avait, peut-être qu'effectivement, il est en train de ralentir. Ça fait déjà un moment qu'on en parle. Le marché a pas trop aimé cet effet de base-là. Bon, la bonne nouvelle avec tout ça, c'est que de toute façon, quand on a des mauvais chiffres économiques, on se rattrape toujours le lendemain en disant oui, mais c'est des mauvais chiffres. Par contre, au moins, il n'y aura pas d'inflation galopante. Et donc, du coup, le marché obligataire s'est fait défoncer. Enfin, défoncer dans le sens où vous avez le rendement du 10 ans américain qui s'effondre littéralement, qui est à 1,18 aujourd'hui, ce matin. Hier, il était jusqu'à 1,15% de rendement, autant dire rien du tout. Et puis alors, moi, je fais pas trop d'analyse technique sur ce genre de truc parce que faire une analyse technique sur un rendement, c'est pas très clair, je suis pas fan. Mais néanmoins, si je devais le faire, eh bien, ce machin, ça va
pas à 1%, juste pour le symbole, juste pour le sake of it, comme on dit là-bas aux États-Unis. Donc de nouveau, grosse déception au niveau des rendements obligataires, et ça aussi, ça a pesé un petit peu sur l'esprit torturé des investisseurs. Après, dans les mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'on a encore? On a donc les semi-conducteurs qui ont cassé au plus haut, mais qui ont fait un reversal, et si on regarde sur le chart, c'est pas très beau, c'est ce qu'on appelle un shooting star. Une shooting star, c'est plutôt un signal de renversement de tendance, donc ce qui voudrait qu'on a fait un top intermédiaire, ce qui voudrait dire qu'on a fait un top intermédiaire, et que potentiellement, le semi-conducteur index pourrait entamer une phase baissière. C'est comme ça qu'on applique la théorie des candlesticks, donc c'est jamais une certitude, mais plutôt c'est en tout cas un truc à quoi ça ressemble, donc pas une super bonne nouvelle sur les semi-conducteurs. Il y a aussi la Fed qui a parlé. D'un côté, on a monsieur Waller qui est venu dire qu'il fallait se dépêcher de ralentir le rachat des obligations dans le marché, et de l'autre côté, vous avez madame Brenner qui a dit qu'il fallait surtout pas se précipiter pour le faire. Bonne nouvelle contre mauvaise nouvelle égale 0. Finalement, il s'est rien passé de ce côté, mais la Fed a parlé quand même. Après, on peut aussi parler du pétrole. Le pétrole s'est fait déglinguer aussi hier soir, 4% de baisse. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait déglinguer? Parce qu'on a peur de ralentissement économique, parce qu'on a peur que la Chine ne soit plus aussi en forme que ce qu'on espérait, parce qu'on a la trouille en général que ça est plus aussi bien que ça, parce que si l'économie ralentit, bah forcément le pétrole va en pâtir. Bref, 4% de baisse sur le pétrole. Pas bonne nouvelle non plus. Il y a aussi Allianz qui s'est fait déglinguer en Europe, moins 7%. La raison principale, c'est qu'ils ont des fonds qui s'appellent Structure Alpha Fund. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être comme cuisine. Mais globalement, ces fonds-là se sont fait démonter durant la première phase de baisse de la pandémie en 2020. Donc, puis comme c'est des fonds structurés, j'imagine qu'ils n'ont pas vraiment profité du rebond derrière. Donc, du coup, beaucoup de gens qui se sont plaints au niveau de la justice américaine. Et donc, du coup, la justice américaine est en train d'enquêter. Et puis, quand la justice américaine enquête, à la fin, elle va demander des dommages et intérêts à Allianz. Donc Allianz est incapable de savoir combien ça va leur coûter, quand et comment. Donc du coup, incertitude égale forte baisse sur le titre de l'assurance allemande. Ça devrait se récupérer dans quelques temps, mais pour l'instant, là tout de suite, pas bonne nouvelle. Et puis on ne peut pas terminer ce panachage de bonnes et de pas bonnes nouvelles, ou de beurre et de boules, sans passer par l'état du Covid. Oui, parce que le Covid est de retour. Alors on le savait depuis quelques temps, les chiffres sont en augmentation, il y a de plus en plus de cas, il y a de plus en plus d'hospitalisations, il y a de plus en plus de cas graves, on a de plus en plus de gens vaccinés qui sont quand même contaminés. Bref, pas mal de nouvelles mesures qui devraient être mises en place un peu partout, sauf en Suisse, parce qu'en Suisse c'est différent, il y en a un point comme nous, puis on cherche plutôt à libérer encore plus les gens, mais de l'autre côté, il y a de nouveau beaucoup de tensions au niveau du Covid, et puis hier soir on en a pris conscience un petit peu sur le marché américain, puis on s'est dit tiens, et si ça partait en vrille de nouveau? Donc il y a eu un petit doute. Mauvaise nouvelle également. Bon, l'avantage de la mauvaise nouvelle type Covid, c'est qu'en général, elle disparaît après 24 heures. Mais ça revient, c'est récurrent. Généralement, c'est après le week-end, on se dit « Ah ouais, quand même, c'est un peu embêtant. » Et puis après, on passe à autre chose parce qu'il y a des bons chiffres trimestriels. Mais pour l'instant, attention, le Covid est de retour. Il fait de nouveau un petit peu sa place sur les médias, un peu partout, dans les journaux financiers. Et puis alors, la nouvelle du jour, parce qu'il y a quand même une nouvelle du jour, il y a un truc qu'on se dit quand même depuis quelques temps, on se dit « Ouais, bon, l'histoire de la Chine, finalement, c'est en train de se calmer. Ils ont fait de l'ingérence sur pas mal de grosses sociétés, on en revient sur l'affaire Didi, etc., etc. » Et donc du coup, on se dit « Ouais, là, ça va se calmer, le falling knife a arrêté de baisser. Peut-être qu'ils ont fini, puis que là, ils ont juste voulu montrer qui portait la culotte finalement dans le ménage, et on s'est dit bah là peut-être que c'est fini, puis on peut commencer à réfléchir de nouveau à investir sur la Chine, parce que finalement, comme le disait Ray Dalio aujourd'hui, on est obligé d'être investi dans la Chine d'une manière ou d'une autre. Eh ben, figurez-vous qu'ils ont trouvé un nouveau moyen de foutre le bordel, donc il n'y a pas d'autre terme. Donc aujourd'hui, il y a quelques minutes, quelques heures plutôt, ils ont annoncé que selon eux, donc c'est une petite annonce de l'agence de presse chinoise, le gouvernement chinois estime que les jeux vidéo, c'est de l'opium. Alors autant vous dire que quand on vous dit les jeux vidéo c'est de l'opium, alors ça veut pas dire qu'ils ont interdit l'importation et l'exportation de jeux vidéo parce que c'est une drogue, non du tout, mais simplement ils pensent que c'est mauvais pour la santé mentale des petits Chinois. Donc effectivement, je pense que c'est pas mauvais uniquement pour la santé mentale des petits Chinois. Quand on regarde un peu certains adolescents, comment ils sont scotchés sur leurs jeux, à regarder les jeux, plus les vidéos sur les jeux, des mecs qui jouent à jouer à des jeux, et puis que derrière on favorise plus les joueurs de jeux vidéo que les vrais sportifs qui vont sur le terrain, on peut se poser
poser des questions. On peut pas non plus donner complètement tort au gouvernement chinois. Mais néanmoins, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est quand le gouvernement chinois vous dit un truc pareil, eh bien forcément, les jeux se font déglinguer. Donc alors ce matin, en Chine, eh bien Tencent s'est fait avoiner, NetEase s'est fait avoiner. Bref, c'est la cata et je vous laisse imaginer ce qui va se passer sur les éditeurs de jeux vidéo en Europe et aux États-Unis aujourd'hui. Ça risque d'être un petit peu compliqué comme journée parce que c'est pas forcément un message super sympa qui est passé aujourd'hui par le gouvernement chinois encore. La question et l'idée du jour aujourd'hui, c'est Logitech. Alors peut-être que j'enfonce le clou, mais quelqu'un me dit « Qu'est-ce que tu penses de Logitech ?» Elle s'est fait défoncer depuis la publication des résultats. Aujourd'hui, elle revient sur la moyenne mobile des 200 jours. Alors c'est vrai, quand on regarde le graphique, eh bien Logitech a subi un énorme sell-off, une énorme prise de bénéfices depuis quelques temps. Les chiffres étaient bons, étaient même meilleurs que les attentes, mais on a vu qu'à chaque fois qu'elle publie, il y a toujours des prises de profit, et ensuite elle se reconstruit derrière. Alors pourvu que ça dure, si c'est le cas aujourd'hui, en tout cas, on a vu qu'elle a bien tenu la zone des 96 francs suisses, donc j'aurais tendance à vouloir me repositionner là-dessus. Je pense pas qu'il faut s'inquiéter de Logitech si on part du principe qu'on a encore une croissance économique et qu'il y a encore de l'espoir, puis on va pas tous se retrouver enfermés à la maison pour les 8 prochains mois. Quoique enfermés à la maison, ça pourrait encore être intéressant d'acheter des produits Logitech, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'à ces niveaux-là, il y a encore quelque chose à faire. Donc, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas cette moyenne mobile des 200 jours ou le support des 91,5-92 qui me servirait de stop loss, je pense qu'à ce niveau-là, on peut commencer à essayer de remonter une position en Logitech ou alors vendre des poutres pour encaisser la hausse récente de la volatilité sur Logitech. Voilà ce qu'on peut dire. Des bons chiffres, une bonne boîte, un bon repli parce que les gens ont pris les profits. Peut-être qu'il y a un truc à rejouer en partant du principe que septembre et octobre ne seront pas des mois de crash cette fois. Deuxième question du jour aujourd'hui, on me demande ce que je pense d'Aston Martin. Alors Aston Martin, c'est difficile à vous répondre parce qu'il y a deux choses. Fondamentalement aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le reste du secteur automobile. Vous avez un secteur automobile qui cartonne dans tous les sens depuis quelques mois. Je parlerai même pas des secteurs de luxe. Vous regardez Porsche, vous regardez Ferrari. Les derniers chiffres sont absolument impressionnants en termes de vente. Alors, Aston Martin, c'est un peu différent. Au contraire, ils rament depuis pas mal d'années. Ça fait plusieurs fois qu'on les récupère au fond du bac. Mais globalement, moi, j'ai un problème, c'est que je suis un monstre fan. Alors, au niveau cœur, eh bien, forcément, j'adore la boîte. Au niveau fondamental, aujourd'hui, si je devais investir dans une voiture, ce serait pas forcément dans Aston Martin. Il y a peut-être un potentiel de récupération si tout d'un coup la marque se réveille. Et on peut espérer que le DBX, leur nouveau SUV, va permettre de faire comme avec les autres marques, relancer les marques qui avaient de la peine à survivre qu'avec des supercars de luxe. Et aujourd'hui, peut-être c'est le seul espoir qu'on peut mettre là-dessus. Mais là, franchement, à moins de la surveiller et puis de jouer la cassure à la hausse sur le graphique, franchement, je ne me précipiterai pas pour aller jouer sur Aston Martin parce que pour l'instant, c'est vraiment rien à voir avec le reste du secteur. Même si j'adore certains de leurs produits, mais c'est quand même peut-être un petit peu trop exclusif et un petit peu trop bien centré sur une certaine typologie de clientèle, sans compter qu'ils ont une pas super bonne réputation au niveau de la fiabilité, ce qui apparemment a totalement changé depuis qu'ils ont des moteurs qui ne sont plus des moteurs Aston Martin, mais donc il y a quand même quelque chose à gratter là-dessus. Mais pour l'instant, si vous me demandez ce que je dois faire, ce qu'on doit faire pour investir sur une voiture, c'est pas Aston Martin, j'attendrai vraiment qu'on ait des meilleures nouvelles, parce que pour l'instant, ça reste quand même extrêmement difficile. Voilà, c'était un peu long, un peu plus long que d'habitude. Il fallait faire cette balance entre boules et bears. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu en phase d'hésitation. Aujourd'hui, on démarre la journée avec des futurs pas très clairs dans leur direction, plutôt bizarre. L'Asie est en baisse à cause de la Chine, à cause de la peur du Covid, à cause des jeux vidéo qui se font défoncer. Donc c'est un peu compliqué pour démarrer cette journée. On aura encore, comme je vous l'ai dit, beaucoup de résultats cette semaine, peu de chiffres économiques importants aujourd'hui. Donc on peut continuer peut-être à digérer notre incertitude et continuer à hésiter encore aujourd'hui parce que c'est pas très très clair. Et puis comme on l'a déjà dit plusieurs fois, à partir de la semaine prochaine, ce sera vraiment les vacances du mois d'août et donc ça risque d'être encore plus calme. Je sais pas ce que je vais vous raconter, mais on trouvera quelque chose à dire d'ici là. Entre deux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse si ce n'est point encore fait, ou alors à liker cette vidéo si c'est pas encore fait non plus. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude demain à la même heure. Je sais pas depuis où, mais demain à la même heure. Passez une très belle journée. Bye bye.